Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre Web TV dominicaine. Nous continuons notre parcours avec le philosophe mathématicien Luc de Brabander. Luc de Brabander, bonjour. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Nous continuons notre petit parcours et aujourd'hui, vous souhaitiez nous parler de l'humour. Alors vous avez écrit aux éditions Erol La petite philosophie des histoires drôles. Je ne sais pas si vous allez nous raconter des blagues peut-être, ça viendra au cours de la conversation. Alors, quel regard, peut-être comme philosophe, il y a quelques séquences, nous avions eu une séquence sur l'humour, mais avec un regard plus psychologique. Alors, en philosophe, quel regard posez-vous sur l'humour? J'ai envie de dire plein de choses. D'abord, comme toujours, d'abord, le rire est un sujet qui a été écarté par les philosophes. Bon, et pour des tas de raisons. Mais en fait, il y a pratiquement un tout petit peu de Hobbes, mais vraiment rien, vraiment rien. Le premier qui a traité le sujet, c'est Bergson, qui a publié Le Rire en 1900, donc c'est quand même il n'y a pas très longtemps. Le titre était libre, ce qui est, bon, alors, il y a des tas d'explications, notamment, surtout dans la chrétienté, on dit, voilà, on n'a jamais vu Jésus rire, donc on ne peut pas, enfin bon. Donc le sujet n'a pas été très... Or, c'est un sujet extraordinaire. C'est un sujet extraordinaire parce que je crois qu'il fait partie de l'essence de l'être humain. Bon. Je ne vois pas très bien une machine rire, un animal ne rit pas. C'est quand même et moi ce qui me fascine, c'est l'humain dans toutes ses facultés. Alors, dire que l'humain est un animal qui pense, d'accord, mais de dire qu'il rit, ça précise encore un peu plus. Et bon, ce sujet, moi je l'adore. Non seulement, disons, c'est évident, ça crée de l'ambiance, etc., mais ça nous permet de mieux comprendre comment on pense. Il faut bien réaliser que le rire, c'est un peu une montagne à deux versants, deux faces. Il y a d'un côté l'humour et de l'autre côté l'ironie. Dans les deux cas, on rit, mais ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose. L'ironie, c'est une arme, bon, qui peut être utilisée à bon escient. Socrate pratiquait l'ironie contre les sophistes, ou Voltaire, là on peut éventuellement douter du but, mais peu importe, c'est une arme, c'est une arme. Et donc, c'est utilisé dans un rapport de force. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Moi, je suis en entreprise, je déconseille l'ironie. Ça peut déstabiliser, ça peut faire vraiment du tort. Par contre, l'humour, c'est l'autre versant de la montagne. L'humour rapproche. L'ironie a un projet, l'humour n'en a pas. Quel est le but de l'humour? C'est de créer de la chaleur, de l'empathie. Il n'y a pas de projet, de but poursuivi. Par exemple, Guy Bedos, quand il se moque de la droite, il pratique l'ironie. Quand il se moque de la gauche, il pratique l'humour, parce qu'il est de gauche. Et donc, on le voit bien. Et quand on analyse avec cet angle-là, on se dit, mais c'est très, très vrai. Et donc, le Canard enchaîné, par exemple, oui, c'est un journal qui ne fait que de l'ironie, qui tire, qui fait mal. Hein, bon, et je ne vois pas d'humour dans le Canard enchaîné. Et là, je ne juge pas, je dis c'est un genre ironique. L'humour, c'est en entreprise quelque chose qui peut faire énormément de bien si on fait cette différence-là. Mais ça permet une distance, un recul, donc ça a quand même un but poursuivi, c'est-à-dire présenter une autre représentation du réel, je dirais. Mais donc, il y a quand même un but sous-jacent, et ce qui fait que nous sommes humains, c'est que nous interprétons le monde. Absolument. Et d'ailleurs, on parlait de ma petite fille l'autre fois, une petite fille ou un petit garçon ne peut pas rire. Raconter une blague à un enfant, c'est impossible. Parce que comme il n'a pas d'étonnement possible, c'est ce que disait Bergson, hein, l'humour c'est quand le mécanique est plaqué sur de vivant. Il y a une forme de rigidité. Donc, et on voit bien, cette rigidité est nécessaire pour rire. Or un enfant est tout en souplesse, il n'y a rigidité ni corporelle ni mentale, et donc il ne rira pas. Et c'est très vrai que l'humour, outre le côté convivial qui est bien, c'est sûr que commencer une conférence par une petite blague, c'est toujours bien. Moi, celle que j'utilise beaucoup, c'est le professeur qui rentre en classe et puis dit « Est-ce qu'on m'entend dans le fond de la salle ?» Et dans le fond, il y a un élève qui dit « Oui, mais ça ne dérange pas. » Okay. Bon, voilà. Quand on commence un cours comme ça, ça crée de l'ambiance. Et c'est déjà très, très bien. Mais beaucoup plus fort encore. L'humour, ça permet de bien comprendre comment l'esprit humain fonctionne et comment la créativité, etc. Et donc, en cela, il y a une valeur inouïe. Et comment... En fait, et vous parlez de réalité et de perception, mais on est de nouveau dans le sujet. En fait, j'aurais pu le dire quand on a parlé de créativité. La condition de la créativité,
c'est l'ambiguïté. C'est parce que je peux voir, par exemple, un bic comme un instrument d'écriture ou comme quelque chose de jetable, hein, donc je peux le simplifier autrement. C'est parce que je peux le voir comme jetable que je peux penser au rasoir, et donc je peux faire de la créativité. L'ambiguïté, c'est, je dirais, une règle. On croit que c'est l'exception, c'est la règle. Et c'est là que se trouve le rire, et c'est là que se trouve la créativité. C'est pour ça que j'y tiens beaucoup. Par exemple, c'est le journaliste qui demande au général, à l'armée, il a dit « Mon général, est-ce que c'est vrai qu'il y a un problème de drogue à l'armée ?» Et il répond « Non, non, tout le monde en a. » Donc, d'où vient le rire? Il vient de l'ambiguïté, entre guillemets, du mot « problème ». En français, problème, la moitié du temps veut dire trop de, j'ai un problème de poids, un problème de cholestérol. La moitié du temps veut dire trop peu, j'ai un problème d'argent, un problème de ça. Et donc, comme l'humoriste sait très très bien que je peux interpréter de manière différente, que la probabilité est évidente que j'ai interprété comme ça, il fait rire en faisant comme ça. Coluche raconte l'histoire d'un sourd sur un banc. Donc, il y a un sourd sur un banc. Quelqu'un qui passe, il dit « Attention, on vient de peindre le banc ». Et le sourd, il fait « Comment ?» Il dit « En vert ». Bon. Alors, bien sûr, ce n'est pas très malin, mais sourd plus comment, je peux comprendre, répétez s'il vous plaît, parce que c'est comme ça que je l'ai compris, mais il n'y a pas de raison, je peux comment le banc est peint. Et donc, c'est pour ça que les enfants ne rient pas, parce qu'ils n'ont pas cette rigidité. Et donc, il y a beaucoup de blagues qui sont de l'ordre de cette ambiguïté, et pas que dans le parler. Je me souviens d'un film de Jacques Tati. Il y a une séquence extraordinaire dans un commissariat de police où il rentre et il y a le préposé, le type à l'accueil, qui fait comme ça, il s'étire, quoi. À ce moment-là, il y a un prisonnier qui sort comme ça. Et donc, exactement dans la même posture, mais lui, il a les mains sur la tête, parce que bon. Et donc, et les gens rient forcément, parce qu'on a interprété le même signal de deux manières différentes. Et une blague, c'est ça le thème du livre, une blague, c'est quand on fait exploser un pétard le pétard explose quand on se rend compte que j'aurais pu comprendre, ah oui, sourd plus comment, c'est vrai, j'aurais pu le comprendre. Et c'est pour ça qu'une blague ne fait jamais rire deux fois. C'est totalement impossible. Oui, parce qu'on ne peut pas expliquer les choses. Parce que l'ambiguïté est connue, et donc je n'ai plus cet effet de surprise. Un roman policier fonctionne exactement de la même manière. Quand on voit Agatha Christie, qu'est-ce qui se passe? Bon, on commence le roman, le crime de l'Orient Express, et on lit 10, 20, 34 pages, on se fait une idée, oui, l'assassin c'est lui. Et puis on continue, et vers la page 200, paf, on réalise que c'est un autre. Parce qu'il était possible de penser à un autre, et donc ce choc ressenti, il est de la même nature que l'éclat de rire. Je dis, oh, c'est vrai, et tout. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans ces conversations, c'est que l'humour, la trouvaille et l'erreur, c'est la même chose. Par 3 fois, c'est un choc de la perception. On dit, ben oui, c'est sûr. Alors, on a ce choc, alors parfois on rit, parfois on est très content, parfois on râle si on s'est trompé, mais en fait c'est la même chose. C'est pour ça que selon vous, on n'a pas abordé de manière philosophique cette question de l'humour au cours des siècles. Vous avez dit au début de l'entretien que c'était Henri Bergson qui en 1900 en avait... Le titre était libre. Oui, oui. Parce que c'est avant tout une question donc d'interprétation du monde du réel, et maintenant on est dans un monde où on ne fait qu'interpréter, et donc qui rit plus facilement. Peut-être. Il y a beaucoup d'explications. Il y a aussi un certain nombre de tabous. Bon, par exemple, Freud, lui, il a une explication de l'humour comme une forme de libération. Par exemple, l'humour noir, l'humour des juifs, tout ça, selon Freud, c'est l'humour qui libère d'une tension. Mais cet humour-là n'était explicable que si on acceptait la tension elle-même. Et donc, il a fallu Kant, parce que avant Kant, puisque la subjectivité était niée, etc. Donc, il y a beaucoup d'explications. Mais l'humour noir, paraît-il que dans les salles d'opération très très compliquées, l'humour du chirurgien, de l'infirmière et de l'anesthésiste, il est absolument... Mais ils en ont besoin, c'est comme... Donc il y a beaucoup d'explications. Bergson, c'est le premier qui a vraiment appliqué, je dirais, cette réflexion philosophique. Comment ça marche? Et je crois qu'il a été assez utile. L'idée du mécanique plaqué sur le vivant, c'est assez génial. D'ailleurs, quand on voit Charlie Chaplin qui marche comme ça, on sent bien. Et je dirais, un animal ne fait rire que si on détecte en lui de l'humain. Le rire est le propre de l'homme. C'est pour ça que c'est si important.
Parce que ça nous confronte aussi à nos limites. Nous imaginions une définition d'un mot ou un cadre précis, et puis on est amené dans un autre. Donc, humour humain, peut-être que c'est la même étymologie, mais c'est peut-être pour ça que nous avons besoin d'humour. C'est parce que ça nous confronte peut-être à nos limites et à nos failles. On a besoin d'humour parce que ça nous rapproche. On a moins d'humour parce que de temps en temps, il y a des tensions qu'on doit lâcher. On a besoin d'humour parce qu'on comprend mieux comment on pense. Et donc, c'est une ressource extraordinaire. Et jamais une machine ne rira. Jamais une machine ne fera rire. Bon, on en parlera sans doute la prochaine fois, mais quand on parle de la technologie, mais là, je dirais, arrêtons de dire, comment voulez-vous qu'une machine invente une blague? Si je puis me permettre, alors, ce n'est pas une conclusion, mais présenté comme ça, nous devrions rire de tout, pas dans le versant ironie, bien entendu, mais nous devrions regarder tout avec les yeux d'un autre rapport, avec un autre rapport. Voilà, je dirais, il y a toujours une certaine prudence, on ne peut pas rire de tout avec tout le monde, etc. Mais je crois quand même, fondamentalement, l'humour, c'est bon. C'est vraiment bon, ça fait du bien, ça soulage, et bien géré, je ne vois que des qualités. Merci Luc de Brabander de nous avoir partagé ces blagues, cet humour et vos réflexions autour de l'humour. Je rappelle donc le livre, La petite philosophie des histoires drôles, paru chez Erol. Merci vraiment pour votre fidélité à vous qui nous suivez sur cette web TV dominicaine et à très bientôt. Au revoir.